Alors bonjour, je suis ravie d'être ici et bien que je vienne effectivement de Mercator Océan International, je ne vais pas vraiment vous parler d'océanographie opérationnelle aujourd'hui. Je vais vous parler d'une thématique qui est peut-être un petit peu moins réjouissante, mais pour autant très importante, qui est la hausse du niveau de la mer en réponse directe au changement climatique. Et en fait tellement importante qu'on en a déjà entendu parler dans différentes présentations aujourd'hui et je vais essayer de compléter. Alors, j'ai organisé cette présentation en 3 volets, avec tout d'abord les causes de la hausse du niveau de la mer, puis on regardera un peu les variations du niveau de la mer sur les décennies passées et à venir, et enfin, j'essaierai de dire quelques mots sur les risques associés. Et pour commencer sur les causes, je vais revenir sur ce qu'est vraiment le changement climatique. Donc ce changement climatique, en fait, c'est la traduction d'un déséquilibre énergétique au sommet de notre atmosphère, ici. C'est-à-dire qu'on a un déséquilibre entre l'énergie qu'on reçoit du Soleil et celle qui est réémise vers l'espace par la Terre. Et ça, bien sûr, c'est lié aux gaz à effet de serre, dont la concentration augmente, et qui ont cette faculté d'absorber et de réémettre une partie du rayonnement infrarouge. Ce qui fait qu'on a moins de rayonnement infrarouge qui est émis vers l'espace, et donc le système accumule de l'énergie sous forme de chaleur. Et cet excès de chaleur, donc au cours du temps, il est stocké en très grande majorité, donc à plus de 90% dans les océans. Et ce faisant, bien sûr, les océans se réchauffent, ils se dilatent, ils occupent donc plus d'espace, le niveau de la mer monte, et c'est ce qu'on appelle l'expansion thermique. Et ça, c'est la principale cause de la hausse du niveau de la mer sur les dernières décennies. On a aussi quelques pourcentages de cet excès de chaleur qui est absorbé par les glaces continentales, donc à la fois les glaciers de montagne, les calottes polaires, Groenland, Antarctique, qui vont fondre et perdre de la masse, donc un écoulement dynamique vers l'océan. Et en fait, qui vont venir donc remplir, ajouter de la masse à l'océan comme une baignoire un peu qu'on remplirait. Donc on a là en fait nos trois principales causes, en tout cas à l'échelle globale de la hausse du niveau de la mer en réponse au changement climatique. Et on peut voir qu'on a des potentiels de contributions très différents entre les glaciers de montagne qui pourraient contribuer encore de quelques dizaines de centimètres vu le potentiel de glace qu'ils ont encore, et les calottes polaires où là on parle de mètres, voire de dizaines de mètres, 7 mètres si toute la calotte groenlandaise se désintégrait et jusqu'à 58 mètres pour la calotte antarctique. Alors en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a énormément de processus qu'il faut prendre en compte, surtout quand on s'intéresse aux variations régionales du niveau de la mer, voire même très locales, donc à la côte. Et au-delà des processus physiques, il y a les activités humaines directes aussi qu'il faut prendre en compte, qui peuvent par exemple être responsables de l'enfoncement des sols par pompage des nappes phréatiques pour l'irrigation, etc. Donc on va passer maintenant directement à la partie sur les variations sur les décennies passées et à venir. Et donc vous en avez entendu parler beaucoup aujourd'hui. On a 2 principaux moyens de mesure directe sur les dernières décennies. Donc le premier, c'est les marégraphes. Le deuxième, c'est l'altimétrie, depuis 1993, l'altimétrie précise. Et cette altimétrie spatiale, effectivement, a permis un suivi très précis à l'échelle globale de la hausse du niveau de la mer, donc depuis 1993. Et en termes de tendance, donc quand on regarde vraiment la hausse à long terme du niveau de la mer, on atteint une précision qui est quand même assez impressionnante de 0,4 mm par an sur cette hausse globale du niveau de la mer sur tout l'océan. On a bien vu que Toulouse avait une forte contribution à cette épopée de l'altimétrie. Et en fait, ce que ces données nous ont permis de mettre en évidence, c'est qu'effectivement, la hausse du niveau de la mer, elle est rapide. Elle est rapide, c'est-à-dire on n'a pas connu de tel taux de hausse du niveau de la mer sur au moins les 3 derniers millénaires. Et elle accélère. Et on le voit très bien sur cette figure. On a une forme vraiment d'accélération, d'autant plus forte sur les dernières décennies. Donc le niveau de la mer s'est déjà élevé de, en gros, 20 cm depuis le début du XXe siècle, dont 10 cm depuis seulement 1993. Et vous avez différentes estimations de la vitesse de cette hausse selon différentes périodes, et on voit bien qu'effectivement c'est de plus en plus rapide. Alors récemment, grâce au progrès aussi que l'on fait sur les observations, on est capable d'aller jusqu'à quantifier beaucoup plus précisément en fait la contribution de l'expansion thermique de l'océan et de l'augmentation de masse de l'océan et de fermer ce qu'on appelle donc le bilan de la hausse globale du niveau de la mer année après année. Donc pour cela, on doit estimer de façon indépendante, donc avec des données indépendantes, la hausse moyenne globale du niveau de la mer. Donc ça, on le fait directement par altimétrie, comme on l'a vu. Pour l'expansion thermique de l'océan, on va s'appuyer sur des observations in situ océaniques. Et puis, pour l'augmentation de masse de l'océan, on s'appuie sur d'autres missions spatiales, dont la gravimétrie avec la mission GRACE, qui permet de mesurer donc l'ajout de masse, l'augmentation de masse de l'océan. Et on voit que si on somme donc nos 2 contributions d'expansion thermique et d'augmentation de masse, qui correspondent donc aux glaciers, aux calottes polaires, eh bien, on arrive bien à une estimation qui est très proche de celle mesurée directement par les satellites altimétriques, et ce, année après année, en comparant donc nos contributions rouges et bleues sur cette figure.
Jusqu'ici, on a parlé vraiment de la hausse globale, moyennée sur l'ensemble des océans, mais ce que les satellites altimétriques en particulier ont permis de vraiment mettre en évidence, c'est que la hausse du niveau de la mer n'est pas uniforme. On en a vu quelques exemples. On a vraiment de fortes variations d'un endroit à l'autre, avec différents processus qui vont dominer selon les endroits. Les circulations océaniques sont un coupable assez important. Et on a effectivement une forte expertise à Toulouse sur la production de ces données, donc à la fois le long des traces, des cartes grillées, et en allant jusqu'aux tendances, avec notamment donc CLS qui produit ces données pour le programme européen Copernicus, dont la partie marine est implémentée par Mercator Océan. Mais ça ne suffit pas en fait, parce que les impacts de la hausse du niveau de la mer, là où vraiment ça fait des dégâts, c'est bien sûr à la côte. Et la question qu'on se pose depuis de nombreuses années, c'est est-ce que le niveau de la mer monte de la même façon entre l'océan hauturier et les zones côtières ? Et en fait, pour répondre à cette question, on s'est vraiment confronté aux limites de l'altimétrie conventionnelle, où l'altimétrie conventionnelle, en fait, et les traitements qui lui sont appliqués, sont beaucoup plus adaptés à l'océan hauturier qu'à la zone côtière. En zone côtière, donc avec l'altimétrie conventionnelle, plutôt, donc on arrive à avoir un dernier point de mesure valide dans les 10 à 20 km d'approche à la côte. Si on veut aller beaucoup plus proche de la côte, alors il faut appliquer des traitements plus spécifiques pour avoir des données fiables en zone côtière. Donc il faut par exemple retraiter directement le signal qui est renvoyé vers l'altimètre, ce signal-là qui devient beaucoup plus complexe quand on s'approche de la côte pour différentes raisons, de contamination par la terre, etc. Il faut aussi appliquer des corrections qui sont plus adaptées aux données pour passer du signal brut reçu par l'altimètre à une estimation de l'élévation de la surface de la mer. Et puis on a vu aussi qu'il y a quelques nouvelles missions dédiées qui permettent là aussi de se rapprocher de façon plus fiable de la côte. Et donc ce besoin en fait et ces nouveaux traitements ont été faits par l'essor vraiment de l'altimétrie côtière, qui a permis d'obtenir effectivement des tendances du niveau de la mer beaucoup plus proches de la côte. Et on a ici sur cette carte en fait le dernier point de mesure valide par rapport à la côte, en distance à la côte. Et on voit qu'on arrive à obtenir maintenant des tendances de hausse de niveau de la mer à quelques kilomètres de la côte, voire même quelques centaines de mètres de la côte. Et si on regarde maintenant donc, ces différences de tendance entre l'océan du large, une quinzaine de kilomètres au large, et celui qu'on a au plus proche de la côte, de façon assez surprenante et inattendue, en fait, on voit que la hausse du niveau de la mer reste assez comparable dans les deux cas, et c'est ce qu'on voit avec cette carte, où on a les différences de tendance entre le large et le côtier, et on voit beaucoup de points blancs, en fait. Ça, c'est une conclusion forte, et on ne savait pas jusqu'ici, en fait, que c'était nécessairement le cas. Maintenant, si on se tourne vers l'avenir, le futur, les hausses à venir du niveau de la mer sur le XXIe siècle, donc d'ici à 2100 par exemple, pour cela on doit changer d'outils. Et les outils de prédilection, ce sont les modèles de climat. On a 2 centres de modélisation du climat en France, un à Toulouse, un à Paris. Et à Toulouse, on a donc les modèles développés par le CNRM et le CERFAX. Comme on parle de projection climatique sur le XXIe siècle et qu'on sait que le changement climatique est directement lié à nos émissions de gaz à effet de serre, il faut considérer différents scénarios d'émissions à venir de gaz à effet de serre qui sont représentatifs de différents mondes possibles. Et on va s'intéresser ici à 2 scénarios en particulier. Vous voyez ici en fait les émissions annuelles en CO2 qui sont considérées. On va considérer le scénario rouge, qui est le scénario de forte émission, dans lequel on n'a pas vraiment de restrictions supplémentaires d'émissions de gaz à effet de serre. Et le scénario bleu foncé, qui est un scénario de faible émission, où en fait on mène une politique ambitieuse de réduction des émissions, c'est compatible avec l'accord de Paris, et les émissions sont donc strictement contrôlées, et on voit même qu'on atteint la neutralité carbone au cours du siècle. Si on traduit ça en termes de hausse de température à la surface de la Terre, on voit que dans le cas des fortes émissions, on a une chance sur 2 de limiter le réchauffement à 4,4 degrés en moyenne sur la surface terrestre d'ici la fin du siècle. Si on considère par contre le scénario de faible émission, on a une chance sur 2 de limiter ce réchauffement à 1,8 degré, donc on est compatible avec les accords de Paris. Maintenant, si on regarde ce que ça donne en termes de niveau de la mer, on voit que la hausse du niveau de la mer, donc c'est la figure de droite, va se poursuivre en fait sur les décennies à venir et même en fait sur les siècles et sur les millénaires qui vont venir. Et ce, même si on réduit les émissions de gaz à effet de serre et qu'on arrive à stabiliser la température de surface de la Terre. Donc c'est ce qu'on voit sur la figure qui montre la température globale de la Terre. On arrive à stabiliser la température et pour autant, le scénario correspondant en bleu pour le niveau de la mer, lui, montre une augmentation encore du niveau de la mer, même en 2100. Et par ailleurs, on voit que c'est vraiment sur la deuxième moitié du XXIe siècle qu'on commence à avoir une divergence entre la hausse du niveau de la mer vue sur un scénario de faible émission et de forte émission. À la moitié du siècle, on a quelque chose d'assez semblable.
Alors selon les scénarios d'émission, effectivement, si on suit un scénario de basse émission, on arrivera à une hausse additionnelle par rapport aux dernières décennies de 44 cm en moyenne globale en 2100, contre 77 cm pour le scénario de forte émission. Et on voit que cette hausse, elle est également de plus en plus rapide. Et ça, c'est important pour prévoir l'adaptation. Ça veut dire que les défenses, les protections qu'on va mettre en place seront efficaces de moins en moins longtemps et qu'il faudra réduire probablement les temps nécessaires pour mettre en place ces solutions d'adaptation. Et cette accélération, elle est forte, c'est-à-dire qu'à la fin du siècle, on pourrait atteindre en 2100 des hausses de l'ordre de 10 à 20 mm par an, sous le scénario de forte émission, contre 3 à 4 mm par an actuellement. Si on regarde maintenant ce que ça donne en 2D, donc des cartes vraiment sur l'ensemble des océans, on voit qu'on a deux scénarios d'émission qui sont différents, ça donne deux mondes différents à la fin du siècle, avec une hausse beaucoup plus forte, de façon très nette, sous un scénario de forte émission à la fin du siècle. Oups. Alors maintenant, si on se rapproche encore plus près de la côte, il faut considérer d'autres contributions qui contribuent effectivement aux variations du niveau de la mer à la côte en tant que telle. Et on va s'intéresser en particulier ici à la contribution des vagues et à la contribution de la surcôte des vagues. Donc la surcôte des vagues, c'est une élévation moyenne du niveau de la mer dans la zone de déferlement, donc là où les vagues se dissipent. Et cette dissipation des vagues entraîne donc cette élévation du niveau de la mer. Donc on sait bien que pour les événements extrêmes, cette surcôte des vagues, elle peut être importante, elle peut contribuer jusqu'à 1 mètre au niveau total atteint à la côte. Mais la question qu'on s'est posée avec différentes équipes toulousaines, c'est est-ce que cette contribution de la surcôte des vagues agit aussi à des échelles beaucoup plus longues et pas seulement aux événements extrêmes. Et la composante intéressante des vagues, si j'arrive à remettre cette vidéo, c'est qu'à cause de la propagation de la houle sur de très longues distances, des changements de régime de vent qui ont lieu à un endroit du globe vont venir impacter en fait des régions côtières extrêmement éloignées. Et là, on voit en fait cette animation faite par CLS où on a ce qu'on appelle des feux d'artifice et on voit la propagation de la houle suite à différentes tempêtes dans l'océan. Et on voit qu'une tempête, par exemple dans l'océan austral, va venir impacter des côtes très très éloignées comme l'Amérique du Nord, par exemple. Alors, je vais passer assez rapidement sur cette figure qui est peut-être un peu complexe à appréhender, mais ce qu'on a réussi à mettre en évidence avec ces travaux menés à Toulouse, c'est que la contribution des vagues, donc cette contribution de la surcôte des vagues, était également substantielle sur des échelles de temps beaucoup plus longues et sur les changements long terme du niveau de la mer à la côte, y compris à la fin du XXIe siècle, en contribuant en fait aux écarts régionaux de la hausse du niveau de la mer par rapport à la moyenne globale. Et ces écarts peuvent être assez substantiels, 5 à 10% en moyenne sur l'ensemble des côtes, mais localement jusqu'à 20%. Et donc c'est une contribution qu'il est intéressant et qu'il est nécessaire de prendre en compte quand on s'intéresse vraiment à ce qui se passe localement à la côte. Et alors maintenant, je vous propose un petit focus un peu plus proche de nous, un petit focus sur la façade atlantique européenne, en regardant ce qui va se passer notamment sur les événements extrêmes au cours du siècle à venir. Donc pour faire ça, on est parti du modèle de climat développé ici, donc au CNRM, et on a opéré un raffinement régional, un zoom régional avec des modèles numériques régionaux d'océans et de vagues qui permettent d'avoir une plus haute résolution, mais également d'incorporer plus de processus physiques, par exemple la marée, par exemple on prend en compte les vagues, ou les surcôtes de tempête. Et grâce à ces zooms régionaux, on va pouvoir étudier les événements extrêmes et leurs changements à venir sur le siècle à venir, sur le XXIe siècle. Donc les événements extrêmes, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce type d'événements, on les exprime de façon habituelle en termes de période de retour. C'est-à-dire qu'on va parler par exemple de l'événement centenal, qui arrive en moyenne, statistiquement, une fois par siècle. Et à cause de cette hausse graduelle, lente, moyenne du niveau de la mer dont on a parlé jusqu'à présent, les niveaux d'eau extrêmes vont être atteints de façon beaucoup plus régulière dans le futur, tout simplement parce que le niveau de base sur lequel les tempêtes vont venir agir a déjà été surélevé par rapport à ce qu'on a connu jusqu'ici. Et on va s'intéresser en particulier à l'événement centenal historique, donc celui qui, en moyenne statistiquement, arrivait une fois tous les 100 ans jusqu'ici, et on va essayer de voir en quelle année cet événement, au lieu d'arriver une fois tous les 100 ans, il arrivera tous les ans, en moyenne. Et on voit ces résultats préliminaires qui nous disent que sur l'Europe du Sud, ça va arriver assez vite. Sur la France, ce sera fait, a priori, d'ici la fin du XXIe siècle. Donc ce qu'on connaissait une fois tous les 100 ans, en termes de niveau atteint, ce sera tous les ans à la fin du XXIe siècle. Ça a forcément des impacts importants et des risques associés qui sont importants.
Et je vais en dire quelques mots rapidement maintenant. Donc, quand on parle de risque, en fait, on est vraiment à l'intersection de trois notions. La première, c'est l'aléa. Donc ici, c'est la hausse du niveau de la mer, ce sont les niveaux extrêmes atteints par la mer à la côte. Il faut aussi qu'on ait de l'exposition, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des populations, des écosystèmes, des biens, des infrastructures qui soient soumises à cet aléa. Sinon, il n'y a pas vraiment de dégâts, disons. Et puis, on prend en compte aussi la vulnérabilité, qui représente en fait la capacité des populations ou des infrastructures à faire face à cet aléa directement. Et ça peut être une fonction de la richesse du pays, de l'existence d'infrastructures pour évacuer les populations, d'infrastructures hospitalières, etc. En termes d'exposition actuelle en Europe, on a 50 millions de personnes qui vivent en zone côtière de faible élévation, c'est-à-dire à moins de 10 mètres d'élévation par rapport au niveau de la mer. Et on a 30 millions de personnes qui vivent dans les plaines d'inondation de l'événement centennal. Donc on a une forte exposition et ça va devenir de pire en pire puisqu'on a tendance à avoir une migration vers les zones côtières des populations. En termes de risques, on a bien sûr les inondations côtières, la submersion permanente avec la perte vraiment de terre, l'érosion côtière, les intrusions d'eau salée dans les eaux de surface et dans les sous-sols, ce qui pose tout un tas de problèmes pour l'accès à l'eau douce, à l'eau potable et à l'irrigation, des difficultés de drainage en cas d'inondation, et puis des changements et dégradations d'écosystèmes côtiers qui par ailleurs nous protègent contre les événements extrêmes, par exemple en dissipant l'énergie des vagues. En termes d'impact, en Europe, on estime qu'on a 1,5 milliard d'euros par an de pertes économiques dues à la hausse du niveau de la mer et aux événements extrêmes associés. Alors pour essayer de diminuer ces risques et d'augmenter nos facultés d'adaptation, des systèmes de vigilance, des systèmes d'alerte rapide sont mis en place. On a eu l'exemple aujourd'hui par Mathieu du système français. Mais ces systèmes n'existent pas forcément partout en Europe. Et donc, en ce moment, on est en train de développer, dans le cadre d'un projet européen, un prototype de système d'alerte rapide pan-européen d'inondation côtière. Alors, c'est vraiment en cours de développement, donc les figures ici sont purement illustratives. Ce système est basé sur Copernicus, sur les données Copernicus de différents services, et il a trois composantes. La première, c'est la composante d'alerte. Donc, on regarde les niveaux de la mer le long des côtes européennes. On voit si on dépasse un certain seuil dans les prévisions du niveau de la mer à 5 jours. Si on dépasse ce seuil, on déclenche le système. Et on montre les endroits directement pour lesquels on a des alertes. Ensuite, il y a une cartographie rapide, c'est-à-dire qu'on va, une fois que l'alerte est déclenchée, produire une carte très rapidement de l'étendue possible de l'inondation, de sa profondeur, et tout ça, ce sont des paramètres clés pour essayer d'estimer les impacts associés. Et puis enfin, on a une composante de cartographie des risques, avec notamment donc, le déplacement du trait de côte avant et après la tempête. C'est ce qu'on peut voir ici dans un cas à Valence en Espagne. Et puis, on va fournir également des indicateurs, comme par exemple la population affectée par l'événement. Voilà, j'en viens en conclusion. Donc le changement climatique, il est induit par l'homme. C'est une empreinte majeure sur les systèmes dont nous dépendons, du sommet des montagnes jusqu'au fond de l'océan. Et tout ça se traduit par une hausse du niveau de la mer. Cette hausse du niveau de la mer, elle a des causes globales, mais elle varie régionalement, notamment à cause des circulations océaniques, et localement, aussi due aux interventions humaines. On a déjà gagné 20 cm de hausse du niveau de la mer depuis le début du XXe siècle, et ça s'accélère. On pourrait avoir de 50 cm à 1 mètre sur le XXIe siècle, voire et plusieurs, en fait on pourrait même obtenir plus si on prend en compte des processus pour lesquels on n'a pas encore une très bonne compréhension et un faible niveau de confiance, comme les instabilités des calottes polaires, notamment antarctiques, et on aura plusieurs mètres dans les prochains millénaires. Les niveaux extrêmes vont être atteints de plus en plus fréquemment, et on a plusieurs options d'adaptation possibles. On parle en fait de chemins d'adaptation. Et donc, avec tout ce qu'on a vu, ça nous incite vraiment à être proactifs plutôt que réactifs dans l'adaptation pour se laisser plus de flexibilité, plus d'options d'adaptation. Et une notion qui est importante d'avoir, c'est qu'en fait, plus nous agirons tôt, plus nous gagnerons du temps, justement, et plus nous serons en mesure de faire face aux changements inévitables en cours et engagés sur le futur. C'est-à-dire que la hausse du niveau de la mer, elle est lancée. On ne pourra pas l'arrêter, ça va se poursuivre pendant des siècles, des millénaires. Par contre, on peut réduire l'amplitude de cette hausse et on peut la freiner. On peut agir sur la vitesse à laquelle ça va se passer. Et ça nous laisse plus de temps pour envisager différentes options d'adaptation et assurer la soutenabilité effectivement des écosystèmes et des populations du monde entier. Et on m'avait demandé de faire un focus sur Toulouse et de mettre en avant les travaux qui sont faits à Toulouse, donc j'espère l'avoir fait en partie dans cette présentation. On a une très forte expertise ici à Toulouse avec différentes équipes qui travaillent sur des thématiques différentes liées à la hausse du niveau de la mer. Voilà, je vous remercie.